Le Rwanda, aussi appelé le pays aux mille collines, se situe entre l'Ouganda, le Congo, le Burundi et la Tanzanie. Sa capitale est de Kigali. Le pays a une taille de 26 338 km². Le génocide des Tutsis, qui est le génocide le plus court, a duré 3 mois, d'avril à juillet 1994. Il n'est pas lié à un seul événement, mais plutôt à une accumulation de causes qui remontent jusqu'à la première colonisation par les Allemands en 1894. Un génocide est une extermination programmée d'un peuple. Les causes du génocide du Rwanda remontent à bien longtemps. En 1894, le comte allemand Gustav Adolf von Goetzen entre officiellement au Rwanda à la tête d'une troupe de 620 soldats. Les Allemands présents étaient impressionnés par les Tutsis. Les Tutsis étaient des éleveurs, parmi lesquels se distinguaient de riches et puissants propriétaires de troupeaux. Cette ethnie représente 15% de la population en 1990. Il y avait aussi deux autres ethnies, les Hutus, agriculteurs et paysans, représentant 84% de la population, et les Twa, principalement artisans et ouvriers, qui eux représentaient 1% des Rwandais. En 1916, lors de la Première Guerre mondiale, les Belges chassent les Allemands du Rwanda et occupent le pays. En 1919, le traité de Versailles attribue le Rwanda à la Belgique. En 1922, la Belgique instaure un protectorat qui s'appuie sur la minorité Tutsi, la classe dominante traditionnelle. Les Belges favorisent les Tutsis, car ils trouvent qu'ils sont plus aptes à diriger. Les Tutsis ont donc plus accès à l'éducation et à la gouvernance, tandis que les Hutus, la petite composante des artisans Twa, furent cantonnés à des activités subalternes. En 1931, un document d'identité ethnique est mis en place par l'administration belge, indiquant le groupe auquel appartient le citoyen, Tutsi, Hutu ou Twa. Ce favoritisme à long terme a entraîné la haine entre les peuples. Plusieurs textes ont contribué à la discrimination entre les Hutus et Tutsis, comme le Manifeste des Bahutus, rédigé en 1957 par Grégoire Kayibanda, premier président du Rwanda libre, est considéré comme le texte fondateur de la politique ethniste, qui marquera les premières décennies du Rwanda indépendant. Les Hutus créent leur propre parti politique, le Parme Hutu, pour la promotion du peuple Hutu. Les Tutsis sont poursuivis, des assassinats et des massacres ont lieu, des maisons sont incendiées et les Tutsis fuient par milliers en Ouganda, au Burundi et au Congo. Dans les années 59, ils ont chassé les Tutsis, et ils ont brûlé les maisons, les Tutsis étaient réfugiés, ils sont allés vers l'Ouganda, vers le Congo, le Burundi. Ils ont ramassé tout qui était Tutsi. On les a mis en prison, mais après on a seulement libéré les fonctionnaires. Au cours des années 1960, plusieurs tentatives peu organisées de retour armé des exilés sont repoussées par le Rwanda et toujours ponctuées par des massacres de Tutsis restés au pays. Le premier massacre important de Tutsis au Rwanda a lieu en décembre 1963. Il y a également des massacres en 1973. Le 26 février 1973. C'est à ce moment-là que j'étais à l'école. Il y avait un groupe de jeunes avec les machettes qui sont arrivés. Et puis il y en a qui ont couru, parce qu'on était deux Tutsis casés. Moi qui s'appelait Thérèse et l'autre qui s'appelait Verina. Et un gars qui est venu, il m'a frôlé presque le cou avec la machette. Et puis il y avait une collègue qui l'a vu venir et il a couru. Il a pris le bras du type, il m'a dit tout simplement, Thérèse, tu cours. On s'est cachés. On nous a cachés et le lendemain matin, j'ai pu partir. Le matin, il y a une amie qui nous a pris, nous a mis dans la voiture, nous a habillés comme des paysannes et tout, qu'on était enceintes. Il nous a amenés jusqu'à la frontière du Congo. Entre 8 000 et 12 000 hommes, femmes et enfants sont massacrés. Un autre texte fondateur de la politique ethniste est les 10 commandements de Mobutu. C'est un texte de propagande très forte pour lequel il est dit ce que doivent faire les Hutus. Par exemple, le 4e commandement dit que tout Muhutu doit savoir que tout Mututsi est malhonnête dans les affaires. Il ne vise que la suprématie de son ethnie. De plus, le 5e commandement, les postes stratégiques tant politiques, administratifs, économiques, militaires et de sécurité,
doivent être confiés aux Bahutus. Ou même le 7e, les forces armées rwandaises doivent être exclusivement Hutus. La radio des 1000 collines montre la haine entre les ethnies. Le 4 août 1993, après plusieurs années de négociations, le gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais, FPR, signent l'accord de paix d'Arusha. Une semaine après la signature de l'accord, l'ONU publie un rapport inquiétant sur de multiples massacres et violations des droits de l'homme, prenant pour cible la population Tutsi au Rwanda. Le 15 septembre, une délégation commune du gouvernement rwandais et du FPR demanda au secrétaire général des Nations unies de déployer rapidement une force internationale importante pour éviter l'effondrement du processus de paix. Le 24 septembre 1993, le secrétaire général de l'ONU proposa au Conseil de sécurité le déploiement d'une force de 2548 hommes, dont la mission principale était de superviser l'application de l'accord de cessez-le-feu, mais le siège n'approuva jamais cette demande. Les discriminations entre les Tutsis et les Hutus ont commencé lors de la première colonisation, et pendant plusieurs années, ces discriminations se sont accentuées, jusqu'à ce que l'avion du président du Rwanda, Juvénal Habyarimana, soit abattu le 6 avril 1994. Cela déclenchera les 3 mois du génocide. C'est seulement quand l'annonce de l'assassinat du président Hutu Habyarimana a eu lieu que le génocide a commencé à prendre une plus grande ampleur. Des groupes génocidaires se sont formés. Les Tutsis ne pouvaient faire confiance à personne, pas même à leurs connaissances, à leurs voisins ou même à leur famille. La proximité immédiate entre les génocidaires et les persécutés permet de comprendre la typologie des armes utilisées durant le génocide. Les armes à feu, généralement utilisées par les militaires, ne sont pas les seules employées. Ce sont aussi et surtout des armes blanches, des outils du quotidien notamment utilisés dans l'agriculture, la chasse et l'élevage, comme par exemple des houes, des machettes et des gourdins cloutés. La variété de ces armes reflète l'inventivité criminelle et la détermination de ces derniers. Abaissés au rang de bétail, les victimes subissent la volonté des tueurs d'accroître la cruauté en installant des barrières sur les routes pour les arrêter et les regrouper dans des lieux comme par exemple des églises, des stades ou dans des écoles, des bâtiments communaux pour ensuite y mettre le feu. Félicien Kabuga, surnommé le financier du génocide, est l'homme qui a financé le génocide en achetant une majorité des machettes distribuées en avril 1994 et qui ont été utilisées pendant le génocide. Il est l'ancien président de la radio des 1000 collines, ainsi que le magazine extrémiste Kangura. Une thèse le place même à la tête de l'organisation du génocide. La plupart des Tutsis ont cherché à fuir le pays quand ils ont pris connaissance, plus ou moins tard, de la situation. Ils cherchaient à traverser la frontière des pays voisins, notamment l'Ouganda. La milice fouillait et perquisitionnait chaque maison au cas où des Tutsis s'y cacheraient. Au bout d'un moment, les Hutus ont même décidé de placer des barrières sur toutes les routes du pays pour arrêter les Tutsis qui essaient de s'enfuir et pour les abattre sur place. Pour moi, c'est très compliqué parce que je n'étais pas sur place. Je voyais les images de la télévision. Et c'était une affaire que je m'imaginais plus que ce qu'ils ont montré à la télé. C'était une affaire que je vivais comme ça. Ma famille et mon frère, ma mère. Pour moi, la chose la plus dure, malgré qu'il y a eu le génocide, qu'ils ont tué les gens, la plus dure, c'est que je n'ai pas trouvé le corps de ma mère, de mon frère, de mes neveux. Au moins pour les accompagner, pour qu'on puisse faire un deuil. On ne peut pas faire un deuil si on n'a pas de corps. En ce qui me concerne, le génocide, pendant les 3 mois, j'ai passé une première partie, environ 3 semaines. C'était l'enfer. Voilà, j'ai vécu la peur, j'ai vécu la mort, le charnier, donc de vivre avec les cadavres. J'ai vu beaucoup de choses terribles, mais comment dire, c'est-à-dire c'est très difficile à dire comment on a vécu ça comme ça,
parce qu'on ne peut pas avoir les mots pour nommer ça. Après ça, j'ai vécu le reste du temps, parce que j'ai été sauvé assez vite le 1er mai par le Front Patriotique. Puis les semaines suivantes jusqu'au 4 juillet, j'étais du côté de ceux qui sauvaient les autres qui restaient. Donc j'ai pu aussi sauver d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi quelques semaines auparavant. Et sur tout le pays de Kigali jusqu'à la frontière avec le Congo. Pour moi, le plus dur, il y en a beaucoup, mais je dirais tout simplement, c'est la perte. La perte des personnes chères. Et pas seulement parce que les personnes sont mortes, assassinées, mais c'est les conditions dans lesquelles ils ont été tués. Le FPR ou bien Front Patriotique Rwandais est un parti politique créé en Ouganda en 1987. Il est dirigé par des Tutsis exilés qui se sont rassemblés afin de défendre les Tutsis pourchassés au Rwanda. Ils sont environ 3000 Tutsis sur un total de 14 000 hommes. Parmi eux, Paul Kagame, chef de la sécurité militaire et leader de ce mouvement. Dans le but de rétablir l'ordre, le FPR décide de reprendre le pouvoir par la force au Rwanda avec l'aide de l'APR, l'armée patriotique rwandaise. Des Hutus dits modérés fuyant le Rwanda gouverné par Juvenal Habyarimana se sont joints par la suite au FPR. Leur objectif fut le retour des exilés au Rwanda, la lutte pour un Rwanda démocratique et le refus de l'ethnisme qui a plongé le pays dans un génocide. C'est seulement le 4 juillet 1994 que le FPR réussit à s'emparer de la capitale Kigali, ce qui mettra un terme au massacre. La France, elle, n'interviendra que très tardivement, 3 mois après le commencement du massacre. Elle lance l'opération Turquoise le 22 juin 1994 avec l'accord de l'ONU, sous le commandement du général Jean-Claude Lafourcade et comportant 2550 militaires français et 500 militaires des 7 pays d'Afrique. Les soldats français débarquent dans le sud-ouest du Rwanda afin de créer une zone humanitaire pour les réfugiés, mais les massacres de Tutsis continuent malgré cela. Ces efforts n'ont pas servi à beaucoup car le 4 juillet 1994, le FPR prend le dessus et la capitale Kigali afin de mettre fin à cette horreur. Le très meurtrier génocide des Tutsis au Rwanda a duré 3 mois au total, du 7 avril 1994 au 17 juillet 1994. Les victimes furent nombreuses, mais seulement 934 218 victimes ont été identifiées avec certitude. 15% de la population rwandaise a été massacrée, d'une violence inimaginable. Des familles entières ont été torturées, décimées et tuées dans un bain de sang, le plus souvent à la machette. Plus de 250 000 femmes ont été violées et 95 000 enfants sont devenus orphelins et ont fortement été affaiblis suite au génocide. J'ai essayé de fuir avec ma famille, mais les miliciens m'ont tiré une balle dans la jambe. Dans ma famille, tout le monde a été tué. Ils voulaient tuer aussi les enfants Tutsis, surtout les garçons, pour les empêcher plus tard de se voir. Durant le génocide, les femmes Tutsis, la plupart du temps, étaient violées. C'était l'arme de guerre de ce génocide et un instrument de nettoyage ethnique. Les femmes Hutus prenaient part aux idéologies qui étaient véhiculées par leur ethnie. La participation des femmes durant ce massacre remet en question le stéréotype du Rwanda qui considère les femmes comme protectrices. Les victimes qui ont survécu souffrent souvent encore de séquelles et beaucoup d'entre eux ont recours aux thérapies. Les enfants nés de viols sont considérés pour certaines femmes comme des enfants du démon, entre guillemets, qu'elles ne considèrent pas comme leurs propres enfants. D'un autre côté, certaines d'entre elles considèrent les enfants issus de viols comme des cadeaux et des éléments qui permettent de faire perdurer la mémoire et le souvenir de ce génocide. Ça va, Vestine ? Vestine a été violée par un milicien Hutu à l'âge de 20 ans. Sa fille, au foulard rouge, a aujourd'hui 25 ans. Malgré les années, il est toujours difficile pour les deux femmes de s'asseoir l'une à côté de l'autre. Le plus dur pour moi, c'est que cet homme m'a non seulement violée, mais a aussi tué mes enfants. Il m'a aussi blessée à la jambe. J'ai porté cet enfant qui est ici à côté. À chaque fois que je regarde ma jambe blessée ou que je pense à mes parents tués par cet homme,
C'est très douloureux. Quand j'ai commencé à vraiment comprendre ce qui s'était passé, les gens dans la rue, les voisins me disaient que j'étais un enfant de tueur. Et on se haïssait avec ma mère. Quand je rentrais à la maison, je lui lançais des pierres. Et je lui disais, je sais que tu ne m'aimes pas. Et moi, je ne t'aime pas non plus. Après des années de haine, Gottlieb a permis à ces deux femmes de se retrouver. Cette mère dit même avoir pardonné à l'homme qui l'a violée. Vestine et sa fille ont fait un long chemin pour en arriver là. Dès la fin de cette guerre civile, le terme de génocide pour qualifier le massacre sur les Tutsis sera comparé à la Shoah. Le Rwanda se retrouvera complètement détruit et la société aussi, donc l'État nécessitera d'être reconstruit. Innocent Gassingwigwa est membre d'Ibuka, l'association en charge des fouilles. En un an, une vingtaine de fosses communes ont été découvertes ici. Et ce n'est pas fini. Là, devant, il y en a. Derrière nous, il y en a aussi, il y en a partout. Des charniers partout et au-dessus, des habitations. Ce trou était profond. Il fait 28 mètres. On a trouvé beaucoup de corps. Aujourd'hui, le but des autorités est l'apaisement et la paix. Tutsis et Hutus ont toujours eu l'habitude de se marier entre eux et de faire leurs affaires entre eux. C'est toujours le cas aujourd'hui. D'ailleurs, on a arrêté de parler de Hutus et Tutsis qui sont maintenant tous des citoyens rwandais. De nombreux Hutus ont été jugés pour leur participation à l'extermination des Tutsis, comme par exemple Fabien Neresté. Certains d'entre eux ont terminé leur peine alors que d'autres ont été condamnés à vie. La France, avec son opération turquoise qui avait pour mission de mettre fin au massacre partout où cela est possible, est intervenue trop tard et ça lui est encore reproché 25 ans après. Des films ont été réalisés pour montrer au public ce que ce peuple vivait, comme celui de Robert Favreau, intitulé « Un dimanche à Kigali », dans lequel il raconte l'histoire d'amour entre un journaliste canadien et une Rwandaise Tutsi durant le génocide. De nombreuses associations ont été créées pour soutenir les rescapés du génocide. L'organisation Ibuka, présente dans plusieurs pays et est un bon exemple, elle œuvre pour la justice contre les responsables du génocide, la mémoire des victimes et elle apporte son aide aux rescapés. Le rescapé du génocide, César Murangira, a également rédigé un livre intitulé « Un sachet d'hostie pour 5 », dans lequel il raconte par quels moyens il a survécu et réussi à surmonter cet événement. Des mémoriaux ont été construits comme celui de Kigali à Gisozi où reposent plus de 250 000 victimes. Ils ont pour but de ne pas oublier ce qui s'est passé et ce que la population Tutsi a vécu. Ça nous a permis de voir plus en détail les faits du génocide. Donc là, on les a vus, mais c'était assez général, global. Là, on a vraiment pu voir une histoire en particulier. C'était émouvant, ils ont pu nous transmettre ce qu'ils avaient vécu. Et très enrichissant. Ça a permis de répondre à nos questions. À travers notre exposition en mémoire du Rwanda, on a pu découvrir un nouvel aspect qui n'est pas étudié dans le tronc commun habituel. Et donc, sous cet aspect-là, c'était très intéressant avec une exposition. Ibuka
toi.